fin d'édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Pourquoi parler encore de cessez-le-feu? Tsahal qui essuie des tirs de terroristes, Tsahal qui subit une embuscade à Rafah, Tsahal qui découvre dans le nord de Gaza des lance-roquettes du Hamas prêts à l'emploi. Indice supplémentaire que les infrastructures terroristes continuent de fonctionner aux portes d'Israël. Malgré cela, l'armée israélienne a annoncé la réouverture du point de passage de Rafah pour permettre aux Gazaouis de rejoindre l'Égypte. En parallèle de ce climat fragile, l'attente et l'émotion une fois de plus, la Croix-Rouge a remis à Tsahal tout à l'heure un cercueil contenant le corps présumé d'un otage. On attend bien sûr l'identification au lendemain d'une énième désillusion. Espionnage et le réveil brutal sur l'ampleur de l'infiltration iranienne en Israël. Elle se fait dans le silence, mais avec détermination et efficacité, à tel point que le maire de Bat Yam, en première ligne des efforts de Téhéran, a cru bon de lancer l'alerte. Des habitants qui appellent la mairie pour avouer, demander quoi faire, tenter de couper les liens avant que le Shabak ne frappe à leur porte. Qui sont ces jeunes et moins jeunes prêts à donner un coup de pouce à l'ennemi juré de leur pays pour quelques centaines de shekels? Combien ont franchi la ligne rouge et pourquoi une simple photo, une simple info peut s'avérer fatale? Et puis à croire que la gravité des faits n'avait pas suffi, il aura fallu des pressions en France et une vaste mobilisation pour que la direction de l'université Lyon 2 annonce la suspension à titre conservatoire de Julien Théry. Le professeur d'histoire médiévale avait suscité l'indignation suite à des publications à connotation antisémite. Nous entendrons la réaction de l'un de ses collègues et nous poursuivrons justement notre dossier de la semaine consacré à l'histoire des tensions entre l'Église et Israël. 4e volet ce soir, de l'antisémitisme à l'antisionisme. Pour les titres, bonsoir à tous. Une trêve à Gaza qui donne lieu à des séquences paradoxales. D'un côté, la réouverture donc du point de passage de Rafah et la restitution d'un corps, et de l'autre, la réalité des provocations et violations du Hamas qui font l'objet de ripostes israéliennes. Il y a eu tout à l'heure donc des échanges de tirs du côté du sud de la bande de Gaza. On va résumer ces dernières heures avec notre envoyé spécial qui est en direct du sud d'Israël. Bonsoir Jonathan Serrero. Jonathan, d'abord le Hamas qui n'a pas pu s'empêcher une nouvelle mise en scène tout à l'heure, un cercueil exhibé entouré par des hommes armés avant sa remise à la Croix-Rouge et son transfert en Israël. Que sait-on précisément ? Oui, le corps a été transféré, le corps présumé d'un otage, on va dire présumé, le corps présumé d'un otage est arrivé en Israël. Il fait route vers l'Institut médico-légal d'Abou Kabir dans le centre du pays pour y subir des examens d'identification pour confirmer ou infirmer s'il s'agit bien du corps d'un otage, d'un des 2 otages restants captifs dans la bande de Gaza. Un peu plus tôt ce matin, le Hamas et le djihad islamique ont mis en scène des travaux d'excavation dans le nord de la bande de Gaza, du côté de Beth Laïa, comme elle l'a fait tout au long de ces dernières semaines, dans les quartiers de Zetoun, dans les quartiers de Nuseirat, comme elle l'a fait hier en remettant des morceaux d'ossements d'un corps d'otage présumé qui s'est avéré après examen par les médecins de l'Institut médico-légal d'Abou Kabir, qui s'est avéré négatif, des examens négatifs. Donc le Hamas poursuit sa guerre psychologique auprès de l'opinion publique israélienne, et le Hamas qui souhaite passer désormais à la phase 2 et qui accentue aussi la pression sur Israël. Effectivement. Alors Jonathan, donc journée très agitée, encore une fois, beaucoup d'activités pour Tsahal jusqu'à cette embuscade, ces échanges de tirs apparemment dans le sud de la bande de Gaza. Oui, le Hamas multiplie les violations du cessez-le-feu. Chaque jour, aujourd'hui, un incident sécuritaire d'une extrême gravité. Il était un peu moins de 17 heures lorsque plusieurs terroristes sont sortis d'un tunnel souterrain dans la ville de Rafah. 2 d'entre eux ont pris pour cible des soldats israéliens qui étaient postés dans le secteur. Il y a eu un échange de tirs. Les 2 terroristes ont pu être éliminés par les forces de Tsahal. 4 soldats israéliens ont été blessés, dont l'un grièvement. Ils font partie de l'unité des Golani. Les familles des soldats ont été prévenues. Il y aurait eu un 3e terroriste qui aurait eu le temps de déposer un engin explosif à proximité des forces de Tsahal. Une information non confirmée par l'armée israélienne. C'est une violation grave commise par le Hamas selon un responsable israélien. Benjamin Netanyahou prévoyait une allocution ce soir. Cette allocution pourrait être reportée en raison de cet incident grave. Autre information, Israël a aussi décidé
d'ouvrir le point de passage de Rafah à la population gazaoui pour permettre à cette population gazaoui de se rendre vers l'Égypte. Sauf que Israël n'a pas coordonné ses violons, si je puis dire, avec l'Égypte, qui remet en cause cette décision prise par l'État hébreu, David. Voilà, effectivement, démenti du Caire ce soir. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, beaucoup d'activités aujourd'hui dans la bande de Gaza. On va rejoindre également notre expert défense qui est avec nous. Bonsoir, Mathias Inbar. Alors Mathias, un commentaire d'abord sur ces échanges de feu devenus inhabituels. C'est vrai, ces derniers temps, les soldats de Tsahal qui subissent des tentatives aussi d'embuscade. Oui, effectivement. Alors Jonathan parlait d'un incident extrêmement grave et la gravité est telle que Benyamin Netanyahou vient de déclarer effectivement que cette violation ne sera pas sans réponse. J'ai pu moi-même adresser à un officier du commandement sud qui m'a confirmé qu'il y aura bien une réponse de l'armée israélienne et que les soldats américains qui sont postés au centre de commandement et de contrôle de Kiryat Gat ont été prévenus, ont vu quasiment en direct les faits, à savoir que effectivement ces terroristes sont sortis d'un tunnel et ont tenu une embuscade aux soldats israéliens. Et ce qui pose problème, c'est que au moment effectivement où Tsahal envisage, ou plus exactement Israël envisage une ouverture et du point de passage de Rafah dans quelques jours, et surtout la création prochainement d'une zone verte à l'intérieur de Rafah, on en a parlé récemment. Eh bien, le Hamas, comme s'il était pressurisé, parce qu'il ne veut absolument pas lâcher prise. Il veut prouver qu'il garde la main sur l'intégralité du territoire. Et ce soir, on peut même affirmer, selon des sources, encore une fois, cela reste à confirmer, parce que Tsahal ne le confirme pas, selon des sources arabes, eh bien, les terroristes qui sont à l'intérieur des tunnels continueraient à être en contact avec les responsables militaires et terroristes du Hamas, ce qui complètement infirme la thèse avancée depuis quelques jours par la Turquie, par l'Égypte, selon laquelle les terroristes n'étaient pas en contact avec l'échelon militaire du Hamas. Faux, nous répondent certaines sources. Cela veut dire que le Hamas garde une certaine main, et ça, c'est dangereux. Cela doit être sanctionné par Israël selon normalement les termes de l'accord. Effectivement, donc des moyens de communication dans les tunnels. Un mot aussi, vous le mentionnez, Mathias, à l'instant, cette réouverture donc de Rafah, porte de sortie, c'est ce qu'on comprend pour les Gazaouis vers les Juifs. Pourquoi c'est important maintenant et pourquoi c'est sensible évidemment du point de vue des Égyptiens, surtout en termes de communication? D'abord c'est sensible parce que l'Égypte finalement, si jamais la clause selon laquelle les Palestiniens sont ou les Gazaouis sont autorisés à sortir de la bande de Gaza et pour l'instant pas revenir, eh bien cela voudrait dire que véritablement l'Égypte eh bien donne la possibilité à Israël de laisser partir les Gazaouis, une sorte de, allez, j'ose le mot, parce qu'il a été prononcé notamment par Donald Trump à l'époque, de transfert, c'est-à-dire de fuite en avant de certains Gazaouis de la bande de Gaza vers l'Égypte. Et ça, pour l'Égypte, il en est hors de question. En plus de cela, eh bien, vous savez, rien n'a filtré de la visite entre le chef du Shabak actuel, le général David Zini, et son homologue égyptien. Or, on sait que David Zini est pour une fermeté à l'égard de la solution dans la bande de Gaza. Donc, en fait, malgré l'accord de paix, malgré l'accord sécuritaire qui existe entre le Caire et Israël, eh bien, ça ne plaît pas forcément à l'Égypte de voir cette clause, le fait de voir des Gazaouis sortir et ne pas forcément revenir. Encore une fois, pour l'instant, on n'en est pas encore là parce que l'Égypte s'y oppose. Et pourquoi maintenant? Parce que c'est important pour Israël. C'est dire en quelque sorte au Hamas, vous n'existez plus. Vous n'existez plus à Rafah, vous n'existez plus dans le sud. C'est nous qui menons la danse. Encore une fois, par rapport à ce qu'on vient de vivre cet après-midi, ça reste encore à confirmer. Effectivement. Alors justement, en termes de scénario maintenant, Mathias, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Benyamin Netanyahou, est-ce qu'il est peut-être en train de préparer le terrain à la rupture formelle de l'accord Trump, et donc il prépare aussi l'esprit du côté de Washington, une reprise des hostilités d'une manière peut-être encore plus franche? Non, pour l'instant, je m'avancerai, mais pour l'instant, il n'est pas question pour Israël de rompre de manière unilatérale ce cessez-le-feu, parce que cela voudrait dire se mettre à dos l'administration américaine, l'establishment militaire américain, qui est aussi à Kiryat Gat dans ce centre de commandement dont je viens de parler. Pour l'instant, on laisse du côté d'Israël le souhait au Hamas de se tirer une balle dans le pied, à l'Égypte
et à la Turquie surtout de ne pas remplir les clauses de cet accord, au Qatar de jouer encore une fois un double jeu et d'apporter chaque jour un peu plus des renseignements qui mettent à mal le rôle de la Turquie. Et pour l'instant, ça, c'est le rôle d'Israël. On veut absolument montrer patte blanche, on veut montrer absolument aux États-Unis qu'on a tout fait pour espérer, même si, encore une fois, le Hamas actuellement, au moment où on se parle, utilise le Qatar et la Turquie, et ça, ce n'est pas un secret, qui mettent une énorme pression du côté de Washington pour que Washington dise à Israël, on accepte de passer à la phase 2, même sans la restitution des armes et le fait que le Hamas quitte le pouvoir. C'est exactement ce qui est en train de se jouer au moment où on se parle, David. Effectivement, en tout cas faire comprendre aux Américains que tout cela est le fait du Hamas. En un mot très rapide encore, pardon Mathias, mais concernant les corps d'otages, le Hamas impose toujours cette partie de poker à Israël. Là, il est en train de toucher à sa fin, vous pensez ? Il n'a pas d'autre choix, parce que si on suit la logique et que le Hamas ne veut pas désarmer, ne veut pas quitter le pouvoir, et qu'il veut absolument accélérer la reconstruction de Gaza et rester à l'intérieur de la bande de Gaza, il n'a pas d'autre choix que de passer à la phase 2, donc il n'a pas d'autre choix aussi de faire en sorte de restituer les corps, même si il traîne des pieds. Dois-je le rappeler quand même à la communauté internationale, ça fait 2 mois que le Hamas aurait dû rendre les corps. Il aurait dû le faire en 72 heures, ça fait 2 mois qu'il traîne des pieds, et là il met la pression pour passer à la phase 2 sans, encore une fois, rendre l'intégralité des dépouilles et surtout déposer les armes et quitter le pouvoir. Voilà, non-respect à plusieurs niveaux de ce plan Trump. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toute cette analyse, ces analyses en direct. Ce soir, on va poursuivre notre tour des fronts. Le Nord, cette fois-ci, où l'escalade face au Hezbollah est devenue inévitable. En tout cas, c'est le point de vue d'Israël, qui a d'ailleurs transmis à Washington les preuves du renforcement de la milice pro-Iran. Surprise pourtant, Israël va envoyer un représentant pour mener des négociations directes avec Beyrouth autour des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Et tout cela apparemment sous la pression de Donald Trump. Toujours lui, explication Déborah Benayoun. Serait-ce le début d'une forme de normalisation ? Un responsable israélien se rendra au Liban pour rencontrer un représentant libanais dans le cadre de négociations sur le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Le président Aoun a chargé l'ambassadeur Simon Karam de représenter le Liban au sein du comité chargé de surveiller le cessez-le-feu aujourd'hui, afin de protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale et les intérêts suprêmes du Liban. Et en réponse aux efforts louables des États-Unis, l'ambassadeur Karam a été envoyé au comité qui comprend un représentant israélien. Côté israélien, le Premier ministre a chargé le vice-président du Conseil de sécurité nationale de dépêcher un représentant à cette réunion. Le bureau de Benyamin Netanyahou souligne qu'il s'agit d'une première tentative visant à jeter les bases de relations et d'une coopération économique entre Israël et le Liban. La présence de civils dans ces pourparlers constitue une avancée majeure. Lors des discussions menées sur l'accord relatif à la frontière maritime, le Liban avait refusé d'envoyer des représentants civils. Morgan Ortagus sera également présente à la réunion entre les représentants libanais et israéliens. Objectif pour les Américains, empêcher l'effondrement du cessez-le-feu et soutenir le gouvernement libanais et son armée pour désarmer le Hezbollah. L'envoyée américaine qui était hier en Israël. Au cours des échanges avec le Premier ministre et le ministre israélien de la Défense, Jérusalem a présenté à l'envoyée américaine des informations prouvant les tentatives du Hezbollah de reprendre des forces. Jérusalem a souligné l'incapacité de l'armée libanaise à se débarrasser des armes, roquettes et munitions de l'organisation terroriste située au sud du fleuve Litani. Beyrouth, de son côté, affirme que c'est Tsahal qui viole le cessez-le-feu en opérant sur son territoire. Au Liban, beaucoup craignent une attaque israélienne imminente. De nombreux médias libanais font état de messages transmis par Israël au gouvernement de Beyrouth si le Hezbollah ne désarme pas. Oui, avertissement répété mais visiblement insuffisant. On va interroger un expert, Hussein Abdul Hussein, en direct de Washington. Bonjour et merci à vous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties, la FDD. Votre avis d'abord sur ces négociations entre Beyrouth et Jérusalem qui se profilent. Tout cela résulte apparemment de pression américaine. Et sur quoi ces pourparlers sont censés déboucher, d'après vous concrètement ? Jusqu'à présent, nous avons vu les deux parties offrir des perspectives différentes sur la manière dont ils ont ajouté des civils au mécanisme entre les deux parties.
Les Libanais semblent penser que les civils vont continuer ce que le personnel militaire a dit, c'est-à-dire il semble l'impression que les civils vont avoir une voie différente que pour la normalisation économique et d'autres sortes d'éléments de paix entre les deux parties. Pour l'instant, je ne pense pas que les deux parties se parlent. Je pense qu'ils se parlent sans se parler vraiment. Ouais, on imagine. Et dans le fond, que cherchent d'après vous les Américains avec tout cela? Est-ce qu'ils jouent en faveur des intérêts d'Israël ou bien ils font tout quelque part pour réduire les risques d'escalade, quitte à laisser le Hezbollah quand même continuer à se réarmer? Les deux choses peuvent aller de pair. Les deux parties peuvent désarmer le Hezbollah et la paix est un bénéfice mutuel tant pour le Liban et Israël. Et je pense que c'est la réflexion des États-Unis. Obtenez ce que vous pouvez pour vous accompagner. Les militaires et les militaires parlent ensemble pour désarmer le Hezbollah et en même temps trouver une voie parallèle pour la normalisation, la frontière et autres sujets qui pourraient améliorer les relations entre les voisins. Donc les Américains veulent avoir les choses en même temps. On ne sait pas si c'est possible ou pas, mais moi je pense que ce qui sera le cas, c'est que pendant qu'Israël parle avec les Libanais, il continue à surveiller le Hezbollah et avec l'armée. Et si Israël croit que le Hezbollah est en train de se réarmer, je ne pense pas que le volet civil va empêcher Israël de combattre de manière intense contre le Hezbollah qui risquerait alors de redevenir une menace. Alors c'est ça, vous pensez vous aussi que l'escalade elle est devenue inévitable, comme on le dit d'ailleurs, on le sous-entend côté israélien? Je pense que qu'une escalade ait lieu ou pas, cela n'aura rien à voir avec le volet civil qui vient d'être ajouté au mécanisme militaire et au débat qu'il y a eu depuis un an. Chacun semble être d'accord sur le fait que depuis un an, le Liban devait désarmer les 20% qui restent du Hezbollah. Au lieu de cela, le Hezbollah s'est renforcé de 20% comme avant la guerre jusqu'à pratiquement 40%. Et donc le Liban n'a pas fait ce qu'il a été promis pour l'arrêt des combats. Et donc si c'est le cas, l'Israël va devoir le faire à la place des Libanais, ce qui signifierait que l'escalade est un volet encore complètement à part de ce qui concerne les discussions politiques et qui continuent à se mener. Ouais, c'est la question. À qui d'autre qu'Israël pour mener ce travail donc de désarmement du Hezbollah? Merci beaucoup à vous, Hussein Abdul Hussein, en direct de Washington, traduction de Gisèle Abazon. Le Nord toujours, mais un peu plus à l'Est cette fois-ci. C'est devenu presque une tradition. Hier soir, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, comme chaque année, une résolution qui demande à Israël de se retirer du plateau du Golan. Mais cette fois, le texte avait une portée amplifiée par l'arrivée au pouvoir récemment à Damas du régime d'Ahmad al-Shara. À l'heure où il est question d'un accord sécuritaire entre les voisins syriens et israéliens, à Jérusalem, on clarifie les positions. Un retour aux lignes de 1967 est hors de question. Eva Fassi. 123 pour, 7 voix contre et 41 abstentions. Hier soir, l'Assemblée générale de l'ONU a approuvé une résolution appelant Israël à évacuer le plateau du Golan. Parmi les pays qui se sont prononcés contre Israël, l'Allemagne, la Hongrie ou encore l'Ukraine pour la première fois depuis que cette résolution est présentée. En effet, la Syrie présente chaque année un texte sur la présence israélienne dans les hauteurs du Golan. Traditionnellement, elle bénéficie d'un large soutien. Depuis un an, Israël renforce sa présence militaire dans la zone. Nouveaux avant-postes, création d'une zone tampon, une stratégie mise en place après la chute du régime Assad et l'arrivée au pouvoir de l'ancien djihadiste Ahmed al-Shara. Le vote de l'ONU a immédiatement suscité la colère d'Israël. Sur X, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a fortement critiqué ce vote. L'Assemblée générale des Nations unies prouve une fois de plus son décalage avec la réalité. Il rappelle que le Golan constitue une ligne de défense vitale pour la sécurité des citoyens israéliens. Il accuse aussi l'ONU d'ignorer les crimes de l'axe iranien et les milices actives en Syrie. Son message est clair. Israël ne reviendra pas aux lignes de 1967, ni maintenant, ni jamais.
Damas, au contraire, salue une résolution qui, selon le ministère syrien des Affaires étrangères, confirme l'illégitimité de toute acquisition de territoire par la force. La Syrie se félicite de l'évolution du vote de plusieurs États européens, passés de l'abstention au soutien actif, qui ont décidé hier soir de se retourner contre Israël. Un vote qui met en lumière une fois encore le fossé entre la position israélienne et celle de la communauté internationale. Il intervient alors que s'ouvrent sous pression américaine des pourparlers sensibles entre Israël et la Syrie. Et on va aller encore plus loin avec l'édito de la grande édition. Parce que depuis son avènement au pouvoir à Damas, Ahmad al-Shara fait l'objet de nombreuses sollicitations pour transformer la Syrie post-Bachar el-Assad, à commencer par les États-Unis qui misent sur l'émergence d'un pays démocratique qui n'est pas encore gagné. Christian Ballard, bonsoir Christian. Notre consultant diplomatique à Paris, vous dites même que rien n'est moins sûr. Mais pourquoi un tel pessimisme, Christian ? Donald Trump veut un accord au forceps entre Israël et la Syrie, c'est son obsession majeure. Il veut que cela serve à neutraliser toute attaque contre Israël. Le président américain cherche d'autre part à amadouer Ahmed al-Shara par tous les moyens. D'un autre côté, avant la prochaine rencontre qu'il aura avec Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche, le message qu'il adresse au Premier ministre israélien est clair. Vous devez m'écouter pour réduire les tensions avec Damas. La normalisation des rapports avec la Syrie sera, à n'en pas douter, l'un des sujets de conversation entre les deux hommes. Donald Trump veut un succès diplomatique à travers la Syrie. Cela ne sera pas facile, car au Congrès américain, la majorité se méfie du nouveau président syrien. La vision de la Syrie y est négative, elle est dominée par son alliance avec les djihadistes. Donald Trump veut miser sur quelques victoires sur le Hamas et le Hezbollah. Il pense que cela le mettra en position de force avant toute poursuite des négociations avec Ahmed al-Shara. Maintenant, la question est de savoir s'il y a des ennemis en Syrie ou si c'est la Syrie qui crée des ennemis. Israël risque de consacrer ses efforts sur la Syrie s'il pense qu'il y a plus à faire qu'au Liban, mais l'inverse est possible. Le message adressé à Ahmed al-Shara est aussi clair. Ne soutenez surtout pas les milices qui collaborent avec le Hezbollah, sinon vous devrez en payer le prix. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Christian Ballard depuis nos studios parisiens. Autre dossier préoccupant ce soir, on va parler d'espionnage. On le disait dans les titres, ces efforts de l'Iran pour infiltrer Israël, et cela passe par le recrutement d'agents à travers le pays avec un accent qui est mis sur certaines localités bien définies. Bonsoir Christopher Barolin. Bonsoir. Alors c'est donc le maire de Bat Yam, banlieue sud de Tel Aviv, qui sonne l'alerte via une vidéo sur les réseaux. Oui, une vidéo très officielle, déclaration très officielle donc de la mairie de Bat Yam. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, envoyée dans les différents groupes WhatsApp de la ville, et ce soir, c'est dans les groupes WhatsApp francophones de la ville qu'une vidéo a été envoyée, traduite grâce à l'intelligence artificielle. Je vous propose de regarder un extrait. Les Iraniens sont arrivés à Bat Yam, et ce n'est pas une plaisanterie. Ces dernières semaines, nous sommes en contact permanent avec les forces de sécurité, et en particulier avec le service de sécurité intérieure, le Shabak, face au risque que des habitants de notre ville tombent dans les filets des services de renseignement iraniens et entrent en contact avec eux à la suite de messages et de sollicitations envoyés directement sur leur téléphone personnel. Vous avez déjà vu dans les médias des cas similaires à travers tout le pays. Des citoyens parfaitement ordinaires, réservistes, étudiants brillants, personnes issues de tous les milieux, y compris des lycéens et des retraités, qui pensaient pouvoir gagner de l'argent facilement ou accomplir des missions soi-disant inoffensives. Voilà donc pour une partie de cette déclaration. Dans la suite de la vidéo, le maire de Bat Yam raconte que des dizaines de personnes de la ville participeraient déjà à des missions. Il parle de course contre la montre et demande aux citoyens concernés de s'adresser aux autorités municipales. Il parle notamment des directeurs des écoles et d'autres établissements scolaires, puisque ce sont surtout des étudiants qui sont concernés par ces missions, puisqu'ils n'ont pas de moyens et espèrent gagner de l'argent facile en accomplissant des missions qui semblent anodines, inoffensives. On parle par exemple de transmettre une photo d'un centre commercial en Israël, trouvé sur Internet, à un certain numéro de téléphone, et en échange de ça, vous êtes rémunéré. Donc ça paraît inoffensif, mais ça ne l'est pas. Selon la chaîne israélienne 12 et selon la municipalité de Bat Yam, il y a déjà des dizaines de personnes qui ont contacté Bat Yam 24 heures après la diffusion de cette vidéo,
pour demander des renseignements. Le Shin Bet aurait contacté d'autres municipalités en Israël pour leur donner l'occasion aux personnes impliquées dans ces missions de rompre leurs liens avec les Iraniens, d'informer les autorités sans évidemment être poursuivis, notamment pénalement, si évidemment ils arrivent par mission. Ça peut aller loin pénalement, effectivement. En tout cas, très bon français de ce maire de Bat Yam. Merci beaucoup, Christopher Barolin. On a quelques questions à poser à un spécialiste. 3 questions au total. Avec nous le professeur Meir Litvak. Bonsoir et merci. Vous êtes directeur du Centre Alliance pour les études iraniennes à l'Université de Tel Aviv. Alors le renseignement est l'un des nerfs de la guerre, on l'a bien vu à plusieurs reprises entre Israël et l'Iran. Quels sont les profils types que tente de recruter l'Iran en ce moment? Et d'ailleurs, pourquoi ce focus sur la ville de Bat Yam d'après vous? D'abord, il est difficile de savoir pourquoi Bat Yam, parce qu'ils ont essayé de recruter des Israéliens dans beaucoup d'autres villes et dans d'autres endroits. Ils essaient en fait de lancer leur filet sur tout le pays. Et là où ils ont réussi, et c'est là qu'ils essaient, ils pensent que la population peut-être de Bat Yam serait plus attirée que d'autres. En tout cas, ce qu'ils font surtout, c'est s'adresser à des personnes pour de l'argent. Ils se basent sur la volonté de gens de niveau socio-économique relativement bas, de gagner quelques milliers de dollars comme ça, et ils s'adressent à eux et leur proposent pour quelques milliers de dollars de faire des actions simples d'espionnage. Maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de niveau socio-économique relativement bas ou moyen qui, pour de l'argent, sont prêts à sacrifier l'intérêt ou la sécurité de leur pays. L'approche des Iraniens, c'est dire on va essayer là où on réussira. Ils ne sont pas pointilleux sur le choix, ils n'ont pas d'objectif spécifique, mais essayer d'obtenir tout ce qu'ils peuvent partout dans le pays. Donc c'est ça, les principales techniques d'approche, en sachant qu'elles évoluent constamment, c'est avant tout l'aspect financier. Oui. L'argent est l'instrument principal utilisé par les Iraniens et c'est certainement aussi le moteur principal et la motivation principale des gens qui sont prêts à le faire. Si on regarde leur profil social, c'est pas des gens marginaux, des politiques radicales. Au contraire, d'ailleurs, beaucoup sont des gens tout à fait habituels. Ce sont même des gens qui se considèrent comme des patriotes. Mais ils s'expliquent à eux-mêmes probablement que ce qu'ils transmettent n'a pas vraiment d'importance. Comme ça a été le cas de celui qui à l'époque a dit il voulait avoir des renseignements sur Ehud Barak, et comme Ehud Barak s'oppose au gouvernement, peu importe de donner des renseignements sur lui comme Ehud Barak, ça n'est pas très grave pour l'État si je porte atteinte à ceux qui ne sont pas en faveur du gouvernement, par exemple. Et ça a été plusieurs personnes arrêtées qui ont dit ce même genre de choses, mais le moteur essentiel, la motivation est l'argent. Oui, on comprend bien. Alors, on sait évidemment qu'une simple photo peut s'avérer décisive, fatale. Quels gestes permettent peut-être de réduire les risques quand on est un simple citoyen, le risque d'être approché ou le risque de transmettre justement malgré soi parfois des informations à l'Iran? Est-ce que ça passe aussi par une surveillance renforcée de ces mails, de ces WhatsApp, de ces SMS? On ne peut pas, dans un pays démocratique, vérifier les mails et les WhatsApp des citoyens. Et le Shabak et les autres organisations n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour suivre tous les citoyens israéliens. Il faut expliquer aux citoyens israéliens qu'ils mettent en danger la vie de leurs voisins, de leurs enfants, de leurs familles, quand ils aident les Iraniens en leur transmettant de l'information. Et que si jamais, Dieu nous en préserve, il y avait encore une guerre contre l'Iran, ils aideront l'Iran à viser avec leurs missiles les lieux qu'ils leur auront transmis. Donc, pour 2000 ou 3000 shekels, ils mettent en danger
la vie de dizaines d'Israéliens. Et ce qu'ils font, et ça il faut l'expliquer très clairement, c'est une trahison extrêmement grave. C'est l'aide à l'ennemi en temps de guerre. Et bien sûr, expliquer aussi aux gens que s'ils voient quelqu'un qui fait ce genre de choses ou qu'ils ont des soupçons, oui, il faut faire rapport à la police. Il faut demander au public et s'adresser à la conscience de ceux qui se sont laissés tenter et à leur environnement qui doivent prévenir les autorités s'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur nation, leur pays pour de l'argent. Et je pense que c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire. On ne peut pas suivre des dizaines de millions de mails, des dizaines de millions de WhatsApp qui sont envoyés chaque jour en Israël. C'est impossible. On n'est pas l'Allemagne de l'Est avec la Stasi. C'est pas possible. Alors on parlait effectivement de responsabilité individuelle. On est ce que chacun peut et doit faire, responsabilité individuelle et donc collective. Merci beaucoup à vous, professeur Meir Litvak, pour cette analyse et ces précieux conseils en direct. Alors dans ce face-à-face avec Téhéran, Israël espère pouvoir compter sur son allié américain. On va prendre la direction tout de suite de Washington avec Antoine Hollard qui est avec nous. Bonjour Antoine, notre correspondant. Vous nous parlez d'abord de ce vote à la Chambre des représentants pour dire, si besoin était, que le Hamas n'est pas le bienvenu aux États-Unis. Un vote qui a tout de même son importance. Oui, exactement. En fait, on a vécu un rare moment d'unité au Congrès hier avec ce vote à la Chambre des représentants dans une Amérique qui est divisée sur à peu près tous les sujets. Les élus démocrates et républicains ont voté à l'unanimité un projet de loi pour interdisant l'entrée sur le sol américain à toute personne liée aux attaques du 7 octobre. Sont concernées les personnes qui ont participé directement à cette attaque, celles qui ont financé, qui ont aidé à planifier ou encore qui ont fourni une aide matérielle. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient pris une mesure similaire, cette fois-là contre les criminels nazis. Alors le texte, avant d'entrer en vigueur, doit encore passer par le Sénat, mais ce qui a déclenché cette initiative des élus démocrates et républicains, eh bien, c'est l'arrestation en octobre dernier d'un ressortissant palestinien en Louisiane, une personne soupçonnée d'avoir participé aux attaques du 7 octobre au sein d'un groupe paramilitaire lié au Hamas. Cette personne qui a ensuite réussi à s'enfuir vers les États-Unis via l'Égypte, et il est rentré sur le sol américain en mentant sur cette situation pour obtenir un visa. Il a donc été arrêté et inculpé pour complot en vue de soutenir une organisation terroriste et fraude en matière de visa. Il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Et donc cet épisode a alerté les élus américains qui ont donc décidé de voter ce texte. Donc élément déclencheur. Et puis Antoine, il semble donc que Donald Trump recevra à nouveau Benyamin Netanyahou d'ici la fin du mois, mais pas à la Maison-Blanche devant laquelle vous êtes en ce moment. Oui, alors ça reste encore à confirmer. Effectivement, un média israélien affirme que la rencontre entre les deux hommes pourrait avoir lieu en Floride, probablement à Mar-a-Lago. Cette information n'est pas confirmée par la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, d'ailleurs, n'a toujours pas confirmé que Trump avait lancé une invitation au Premier ministre israélien. Il faut savoir que Netanyahou s'est déjà rendu à Mar-a-Lago, c'était à peu près il y a un an, juste après l'élection, dans cette période de transition, alors que Trump n'était pas encore officiellement au pouvoir. Là, ce serait différent. Ce serait un Trump président qui le recevrait dans sa résidence de Floride. Et ce qui est certain, en tout cas, c'est que les deux hommes ont beaucoup de choses à se dire, notamment sur la situation à Gaza, avec la force internationale qui a du mal à se mettre en place. Trump qui est aussi très inquiet par la situation au sud de la Syrie avec les incursions militaires israéliennes, inquiet aussi sur la situation au Liban alors qu'Israël menace d'une opération de grande ampleur. Pour résumer, Trump craint que Israël mène des opérations qui enflamment la région et remettent en cause la stabilité, lui qui a promis une paix éternelle au Moyen-Orient après la signature de l'accord de paix à Gaza. Et la liste des dossiers est longue, effectivement. Merci beaucoup Antoine Hollard devant la Maison-Blanche à Washington. Tout cela ne pouvait que donner lieu au parti pris de cette édition. Allons-y. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste politique. Daniel, on s'interroge sur la fréquence des rendez-vous Trump-Netanyahou. Quel sera d'après vous le principal dossier sur la table à la fin du mois si ça se confirme, encore une fois? Oui, alors effectivement Antoine en a parlé, mais je dirais il y a plusieurs dossiers. Il y a bien entendu le dossier de Gaza. Le président américain veut absolument pouvoir passer à la seconde étape de son plan de paix. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de moyen de concrétiser cette deuxième étape. Par exemple, il n'y a pas de force internationale, il n'y a aucun pays
pays qui veut envoyer des soldats pour désarmer ou tenter de désarmer le Hamas, et donc pas de désarmement. Ça sera un dossier important. Il y a aussi le dossier syrien. Là aussi, Donald Trump va demander aux Israéliens de se calmer, comme il va demander aux Israéliens de se calmer au Liban. Il faut probablement supposer que s'il doit y avoir une opération militaire israélienne au Liban, elle n'interviendra pas avant la date de cette rencontre, que ce soit le 20 ou le 28 décembre. On n'a pas encore effectivement de date précise. Mais je dirais qu'il y a peut-être un autre dossier qui, à mon avis, est le plus important et qui sous-tend tous les autres dossiers, c'est de savoir... Et là, Benyamin Netanyahou peut jouer une carte. Il peut dire à Donald Trump, vous voyez, nous avons essayé de désarmer le Hamas, nous avons essayé de désarmer le Hezbollah, ça ne marche pas. Les deux mouvements terroristes qui sont à l'origine du 7 octobre sont toujours là, sont toujours présents. Et là, vous nous demandez de calmer les esprits. Or, pour calmer les esprits, eh bien, je vous propose une solution, la seule et unique solution, c'est d'essayer de faire chuter le régime iranien à Téhéran. C'est la seule et unique solution. Tant que le régime iranien, qui alimente, on le sait, à coups de milliards de dollars, le Hezbollah sera là, eh bien, ils n'auront pas le moindre calme, la moindre paix à laquelle vous aspirez au Proche et Moyen-Orient. C'est une proposition que pourrait faire Benyamin Netanyahou. Ça serait peut-être un tournant, un second round contre l'Iran, mais cette fois pas dirigé contre les installations nucléaires, peut-être oui contre les bases de missiles, mais surtout contre le régime, pour mettre fin à ce régime qui alimente à nouveau le terrorisme international. Effectivement, donc c'est votre pari intéressant. D'ailleurs, la situation interne politique de la coalition Netanyahou en Israël, Daniel, en ce moment, elle subit un vrai test, notamment sur le sujet de l'enrôlement des orthodoxes. Eh bien, ça donne peut-être encore plus de crédit à votre hypothèse. Eh bien, écoutez, effectivement, la Benyamin Netanyahou est pris au piège orthodoxe autour de cette loi sur l'enrôlement, la conscription des élèves des instituts talmudiques. Et là, d'une certaine manière, il pouvait faire cette proposition. Et si cette proposition, il y a beaucoup de si effectivement, mais si cette proposition était acceptée par Donald Trump, c'est-à-dire un nouveau round conjoint américain et israélien contre l'Iran, eh bien, il est clair que ça donnerait un atout majeur pour le Premier ministre en perspective de ces élections. Cela lui permettrait d'aller jusqu'au bout de sa démarche de lutter contre le régime iranien et peut-être lui donnerait les clés peut-être d'un nouveau mandat de Premier ministre. Politique et géopolitique, comme souvent. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour ce parti pris ce soir. Allez, la suite de l'actu en mode accéléré cette fois-ci. Tout de suite, l'info chrono. Ils prennent le sens inverse du boycott d'Israël. 20 États américains, dont le Tennessee ou l'Alabama, font avancer une législation qui vise à reconnaître l'appellation Judée-Samarie en lieu et place du terme Cisjordanie. La démarche est appuyée par Yossi Dagan, le président du Conseil régional de Samarie. L'objectif, faire pression sur Donald Trump face au risque de voir un élargissement des accords d'Abraham entraîner la reconnaissance d'un État palestinien. La loi en question a déjà été adoptée en Arkansas. Un allié commun d'Amérique, un ennemi commun, l'Iran. Visite à Jérusalem du vice-premier ministre ukrainien Taras Kashka. Il s'agit du plus haut responsable ukrainien à se rendre en Israël depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en 2022. Réception, vous le voyez, par Gideon Sa'ar, le chef de la diplomatie israélienne. Au menu des discussions, la coopération bilatérale et la reprise prochaine du dialogue stratégique sur la menace iranienne, justement. Gideon Sa'ar a exhorté Kiev à reconnaître le Hamas et les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Et la technologie israélienne qui protège désormais l'Allemagne. Jour J ce mercredi pour la livraison à Berlin du fameux système antimissile longue portée Arrow 3. 4,6 milliards de dollars, on le rappelle, c'est le plus gros contrat d'exportation de l'histoire d'Israël dans le domaine de la défense. C'est également la première fois que ce dispositif, qui a fait ses preuves récemment face aux missiles iraniens, est déployé au-delà des frontières d'Israël. Il sera opéré précisément par l'armée de l'air allemande sur la base de Holzdorf. Et puis Israël rayé du Guinness World Record. C'est oui, l'organisation britannique a décidé de ne plus traiter les candidatures émanant donc d'Israël, mais aussi des territoires palestiniens. C'est l'association caritative Matnat Rahim qui l'a pris à ses dépens. Elle prévoyait de rassembler quelques 2000 donneurs de reins volontaires en un seul lieu à Jérusalem. Record mondial absolu. Guinness a précisé aux Parisiens que seuls les records réalisés en coopération avec une agence onusienne seront désormais traités, en tout cas pour l'instant. Et cela nous mène à notre page consacrée à l'antisémitisme. Comme si
si la gravité des faits n'avait pas suffi à elle seule, il aura donc fallu des pressions jusqu'à l'Assemblée nationale pour que la direction de l'université Lyon 2 se décide enfin à annoncer, vous le voyez, la suspension à titre conservatoire de Julien Théry, le professeur d'histoire médiévale qui avait provoqué l'indignation suite à des publications à connotation, très forte connotation même antisémite. Écoutez d'abord la déclaration de la députée Caroline Yadan. Il y a quelques jours, un professeur de l'université Lyon 2 s'est livré, toute honte bue, à un ciblage nauséabond que l'on pensait relégué aux abysses de l'histoire. Cet inquisiteur général au petit pied n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2024, il diffusait déjà une caricature antisémite montrant un juif voleur de porte-monnaie d'une femme drapeau palestinien à la main. Il aura fallu une indignation collective pour que l'université annonce ouvrir enfin une procédure disciplinaire et suspendre ce professeur. Une université où le professeur Fabrice Balanche a été violemment pris à partie par des individus masqués, criant raciste, sioniste et vous la terroriste. Madame la ministre, ce qui traverse Lyon 2 n'est ni un épiphénomène, ni une suite d'événements anarchiques, mais l'illustration d'une faillite idéologique d'une université qui dysfonctionne, révélateur d'un antisémitisme décomplexé qui gangrène nombre de nos universités en totale contradiction avec nos valeurs républicaine. Voilà, et on a le plaisir d'interroger ce soir Fabrice Balanche. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes expert et géographe du Liban et de la Syrie notamment, et vous êtes maître conférencier justement à l'université de Lyon 2. Vous avez été la cible personnellement récemment des pro-palestiniens. D'abord, est-ce que vous pensez que cette décision de l'université, c'est le résultat d'une conviction profonde que ces agissements sont intolérables, ou bien c'est plutôt le résultat des pressions qui ont été exercées, comme on l'a vu à l'instant ces derniers jours ? C'est le résultat des pressions, c'est très clair, hein, des pressions politiques, des pressions du ministre, j'imagine, même s'il n'en a pas fait état. Parce que dans un premier temps, lorsque M. Théry a publié cette liste de 20 personnes à boycotter parce que génocidaires, dont il y avait le président du CRIF, Charlotte Gainsbourg et d'autres personnalités essentiellement juives, la présidente de l'université s'était contentée de faire un signalement au procureur de la République. Or, ça, c'est le minimum syndical. Tout fonctionnaire, s'il est témoin d'un problème, doit faire un signalement au procureur de la République. Elle ne pouvait pas faire moins. Et donc, il a fallu donc les caricatures qu'il a publiées précédemment sur son compte pour qu'elle se décide enfin à convoquer la commission disciplinaire de l'université, qui là va rendre évidemment un avis beaucoup plus rapidement que le procureur de la République, que la justice. Est-ce qu'on peut, vous pensez, imaginer à terme, pas tout de suite peut-être, mais une réintégration ? Alors, il est suspendu, donc il n'est pas radié de l'université. On va attendre le résultat de la section disciplinaire. Ensuite, c'est à la présidente de l'université de prendre une décision par rapport à l'avis de cette section disciplinaire. Le professeur peut aussi faire appel au CNESER, c'est-à-dire le Conseil national des universités, qui peut valider ou invalider la décision. Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps encore. Et vous, personnellement, au regard de tout cela, au vu du rythme aussi de l'évolution de la situation, est-ce que vous comptez rester dans cette université, continuer à enseigner à Lyon 2 ? C'est compliqué de changer d'université en France. Hein. Il y a des concours, il faut qu'il y ait un poste qui soit ouvert. Moi, j'ai une spécialité assez pointue sur le Moyen-Orient, donc c'est pas évident de trouver un poste ailleurs. Et puis, de toute façon, pour aller où ? À Paris 8, à Rennes 2, des universités où finalement on a la même ambiance qu'à Lyon 2. Là, l'avantage, c'est que je suis quand même à 20 minutes de mon travail. Donc, je vais pas me transformer en prof TGV. C'est pas à moi de quitter cette université. Je pense qu'au contraire, il faut rester et résister à cette pression. Évidemment, et ça se comprend très bien. On va voir quand même le tag dont vous avez été la cible, un tag contre vous, Fabrice Balanche, nazi, voilà, c'est gravissime. Oui. Ça choque. La fac, quelque part, ça devient, en France, en ce moment, un lieu de tension, de clivage, d'intolérance, plutôt qu'un lieu de dialogue, de savoir, d'ouverture d'esprit. On a quand même complètement changé de paradigme, là. Vous avez remarqué que ce tag, je suis traité de nazi, mais il y a un autre tag également, bombe nucléaire sur Tel Aviv. Ouais, ça va avec, malheureusement.
Parce que je les ai remarqués, mais ça, c'est quand même beaucoup plus grave. Ouais. C'est-à-dire qu'on se permet... là, ce tag a été retrouvé dans la maison des étudiants de Lyon 2. Il y a des gens qui se permettent d'écrire de telles horreurs. C'est inacceptable. Et évidemment, comme il n'y a pas de caméra à l'université, parce que les caméras... C'est liberticide pour la direction de l'université. C'est pour ça que les gens qui m'ont agressé le 1er avril, on ne sait pas qui c'est. Ils étaient masqués, même s'ils occupaient une salle depuis 2 mois à l'université, qui discutaient avec les vice-présidents, etc. Personne ne les connaît à l'université. Comme il n'y a pas de caméra, la police ne peut pas les identifier. Donc il y a quand même un problème de fond dans cette université par rapport à la sécurité, par rapport à l'enseignement, par rapport à la déontologie qu'il faudrait régler. C'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un problème structurel. Et c'est spécifique au cas gazaoui, en tout cas au dossier israélo-palestinien. Il n'y a pas d'indignation similaire pour d'autres drames qui se produisent ailleurs dans le monde. Non, bien sûr, ça c'est dans toutes les autres universités françaises, c'est la même chose. Il y a une focalisation sur Gaza, sur la cause palestinienne. En janvier 2024, l'université Lyon 2 a voté une motion pour suspendre toute relation avec les universités israéliennes. Je veux dire, dans le même temps, on avait un diplôme commun avec l'Azerbaïdjan qui venait de réaliser une opération ethnique à l'égard des Arméniens du Karabakh. On n'a pas suspendu la coopération avec l'Azerbaïdjan. On a des coopérations avec l'Algérie. Boualem Sansal est resté pendant 1 an dans les geôles du régime algérien. Personne ne s'est offusqué de ces coopérations avec l'Algérie. Ouais, étonnant ou pas, en tout cas rassurant peut-être cette mobilisation de certains élus aujourd'hui. On aimerait vous interroger sur d'autres thématiques et vos domaines de compétences, notamment la géographie du Moyen-Orient. Mais bon, pour l'instant, c'est la situation dans les facs en France. Merci beaucoup à vous, Fabrice Balanche, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans la grande édition. La suite justement de ce feuilleton palpitant qui rythme nos éditions cette semaine, c'est le dossier de la semaine à l'occasion du voyage du pape au Proche-Orient. 4e volet sur les 2000 ans de tension entre l'Église et Israël. Allons-y. Si ce n'était qu'une histoire de religion, la brouille se serait limitée à la sphère des églises ou des synagogues. Problème, la défiance d'une grande partie du monde chrétien vis-à-vis du judaïsme aura eu des conséquences pratiques jusque dans les plus petits détails du quotidien des communautés juives d'Europe depuis le Moyen-Âge. Ghettos, métiers assignés, discrimination, sans oublier les autodafés réguliers, puis l'Inquisition ou les pogroms. C'est la Révolution française qui marquera un tournant. Alors question, et si les positions longtemps antisionistes du Vatican n'avaient été que le prolongement de longs siècles d'antijudaïsme? Début d'enquête avec Déborah Benayoun. Au Moyen-Âge, les Juifs ont un statut ambigu. Tolérés mais mis à l'écart, ils sont assignés à quelques rares métiers comme le commerce, l'usure ou la médecine. Ils sont néanmoins exclus des corporations et n'ont pas le droit de posséder la terre. Une méfiance qui nourrit des accusations récurrentes, voire de la violence. Conséquence, la vision du peuple déicide imprègne durablement la culture chrétienne. Plus tard, à la Renaissance, les Juifs sont mieux intégrés dans certaines villes, mais leur statut les rend vulnérables. Ils n'échappent pas au brûlot contre le Talmud et aux expulsions ponctuelles, dont l'Inquisition. Il faut attendre les Lumières, puis la Révolution française, pour que s'impose l'idée que les Juifs ne sont plus seulement une communauté religieuse tolérée, mais bien des citoyens à part entière. Une rupture majeure, encore loin d'être acceptée partout en Europe. C'est avec Napoléon que l'émancipation se confirme, mais l'empereur encadre fortement les communautés juives avec le consistoire ou encore le contrôle des rabbins. Une intégration dite complète, mais surveillée. Un progrès qui révèle aussi une méfiance persistante de l'État chrétien envers la minorité juive. Le choc arrive à la fin du 19e siècle avec l'affaire Dreyfus. D'un côté, les Dreyfusards, pour la plupart des républicains laïcs. De l'autre, les anti-Dreyfusards, souvent catholiques conservateurs, pour qui le juif incarne l'étranger, voire l'anti-France. La fracture est si profonde qu'elle débouche sur la loi de séparation de 1905 qui établit la séparation des églises et de l'État et fonde le principe de la laïcité en France. Au XXe siècle, le Vatican condamne l'antisémitisme, mais garde une forme de neutralité teintée d'une forme d'hostilité historique. Cette prudence diplomatique s'ajoute à des siècles de théologie supersessionniste, c'est-à-dire l'idée que le christianisme remplacerait Israël. Certains rappellent néanmoins que le Saint-Siège reconnaît l'État d'Israël en 1993, puis multiplie les gestes avec Jean-Paul II en première ligne. Pour autant, les tensions restent vives. L'histoire peut néanmoins expliquer pourquoi les représentations anciennes continuent parfois d'influencer les positions sur l'État d'Israël au sein de certaines églises. Eh bien justement, zoom sur le tournant du sionisme et l'attitude contemporaine du Vatican au début du sionisme. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, la machine a remonté le temps avec vous. Nous sommes en 1904 et le pape, à l'époque Pie X, fait la connaissance d'un journaliste juif autrichien.
Oui, ça se passe à Rome en janvier 1904. À l'époque, Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, cherche des soutiens à travers l'Europe pour la création d'un foyer juif en Palestine. Le pape Pie X le reçoit donc. Théodore Herzl explique son projet au pape. Il s'agit d'un État juif, moderne, souverain et indépendant. Réponse du pape: nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur. Nous ne pouvons donc pas reconnaître notre nation. Ça a le mérite d'être clair. Une vision très ancrée qui estime que le peuple juif existe, mais seulement comme témoignage religieux, pas comme nation politique. Pour l'Église, la souveraineté juive bousculait un schéma théologique millénaire. Et de l'autre côté, Théodore Herzl incarnait là un judaïsme plutôt nouveau, attaché à l'autodétermination et à la sécurité de son peuple. Rendez-vous manqué donc, mais qui peut expliquer pourquoi les relations entre le christianisme et Israël restent encore si compliquées. Un sionisme qui bouscule un schéma théologique. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Et ce soir, pour aller plus loin, on a le plaisir d'interroger David Saada. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes écrivain, vous êtes ancien directeur du Fonds social juif unifié et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. On va citer Le Point intérieur ou encore La trace du Sinaï. Alors pour répondre d'abord à la question qui traverse notre dossier cette semaine, est-ce que le monde occidental, qui est quand même issu de la culture chrétienne, il aurait transposé certains vieux réflexes anti-juifs vers le rejet du projet national juif, d'où cette tendance souvent trop longtemps antisioniste? Oui. On assiste, en effet, depuis quelques années, ça ne remonte pas simplement à la guerre que nous avons connue ces 2 dernières années, à un recyclage, en fait, de vieux thèmes que développait l'Église contre le judaïsme, à savoir le peuple théicide, une accusation qui diabolise évidemment Israël, et c'était le cas au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, ce recyclage s'exprime sous la forme du peuple génocidaire. Donc on est passé du déicide au génocide. Évidemment, la notion de déicide ne fonctionne plus, elle n'est plus audible aujourd'hui. Par contre, dans le monde où les droits de l'homme deviennent une sorte de nouvelle religion, la notion de génocide diabolise à nouveau le peuple d'Israël, le sionisme d'une manière générale et le peuple juif. On prend ce nouveau développement en plein fouet. On assiste à un véritable tsunami anti-juif avec l'accusation de génocide. Alors, vous allez me dire, le Vatican n'est pas véritablement sur cette ligne ouvertement, mais en tout cas, on a entendu le pape précédent parler de génocide. Et donc, c'est très étonnant de voir qu'une vieille accusation qui remonte au Moyen-Âge est recyclée dans le monde moderne, cette fois-ci non plus contre les minorités juives dans les pays où elles étaient en exil, mais contre l'État d'Israël, donc qui a retrouvé sa souveraineté sur la terre d'Israël. Ouais, donc l'État d'Israël, c'est un petit peu le juif à l'échelle maintenant des nations, si on peut dire. Et pour sortir alors de ce schéma, est-ce qu'il faudrait que l'Église justement et l'Occident revoient sa perception des Juifs et de leur histoire, revoient quelque part son modèle théologique dont on a parlé? Alors ce modèle théologique, en fait, effectivement, il est mis en question, mais le palestinisme finalement n'est pas partagé par tous les chrétiens. En réalité, il y a 2 autres tendances dans le monde du christianisme. Il y a la tendance qui est développée par les évangéliques, les églises évangéliques qui se trouvent aux États-Unis, mais aussi en Afrique et dans l'Amérique du Sud, qui ont une autre vision du peuple juif, qui considèrent la création de l'État d'Israël comme le début de la réalisation des prophéties bibliques auxquelles ils sont extrêmement attachés. Et donc là, il y a quand même une perception du peuple juif beaucoup plus positive. Les évangéliques aident beaucoup Israël sur tous les plans, aussi bien économique que sur le plan politique. Alors, il y a peut-être des arrière-pensées derrière tout ça, c'est possible. Mais enfin, les faits sont là. Et puis il y a une deuxième tendance qui est également, elle, pas négative, qui touche des chrétiens, disons, modérés, entre guillemets, qui considèrent que les juifs et les chrétiens ont un combat commun à mener sur des valeurs communes contre la montée de l'islamisme. Et là aussi, je dirais, il y a des éléments positifs. Donc, le paysage est inquiétant
à cause de la montée de cette stigmatisation du palestinisme autour de la notion de génocide, mais il y a des parties du monde chrétien, de l'Occident en général, un combat commun, qui sont plus positifs. Voilà, effectivement, donc peut-être un combat commun pour rapprocher tout cela, pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas pour cette analyse ce soir, David Saada. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Allez, pour en faire un détour par Londres, pour conclure, on va parler de cette tendance forte, c'est la guerre à Gaza qui semble avoir boosté, vous allez le voir, les conversions à l'islam, et oui, au Royaume-Uni. Laura Calmu, depuis la capitale britannique. Bonsoir Laura, les chiffres sont sans appel, expliquez-nous. Oui, le Télégraphe s'appuie sur une étude publiée par The Institute for the Impact of Faith in Life, c'est-à-dire l'Institut pour l'impact de la foi dans la vie. Elle a interrogé en fait près de 2800 personnes qui ont changé de croyances religieuses et d'après ce que rapporte le Télégraphe, parmi celles et ceux qui se tournent vers l'islam, la motivation la plus citée est le contexte de conflits mondiaux. L'étude parle de 20%. Alors le Télégraphe précise que les chercheurs appellent absolument à la prudence. Ils ne parlent pas d'une hausse mesurée ou officielle des conversions depuis la guerre à Gaza. Ils expliquent en fait que plusieurs convertis évoquent ce contexte géopolitique dans leur parcours personnel. Et toujours selon le Télégraphe, eh bien, l'étude note aussi que beaucoup de jeunes convertis décrivent un monde perçu comme de plus en plus injuste et l'Institut observe des motivations différentes selon les religions. Par exemple, pour le christianisme, l'étude cite plutôt le deuil ou l'impact du Covid. Alors le journal souligne enfin un point important. Selon l'Institut, eh bien, le mouvement le plus massif ne concerne pas des gens qui changent de religion, mais des personnes qui, tout simplement, quittent toute religion. L'étude indique que près de 40% des répondants disent avoir abandonné toute forme de foi. Statistique intéressante. Merci beaucoup Laura Calmu depuis Londres ce soir. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci de votre attention. Tout de suite, ça se débat. Raphaël Hassine entouré de ses 4 invités. Très bonne soirée à tous sur i24.